Bonjour à toutes et à tous. Il revient d'ouvrir cette séance de clôture du séminaire Premier pas, politique, développement d'enfants et politique publique. Je l'avais introduite le 1er décembre. Le séminaire s'est déroulé donc depuis le 1er décembre. On sait que ces premières années de la vie font l'objet d'une multitude d'interventions publiques en France. Il n'existe pas politique d'ensemble structurée et lisible, et ça a été l'objet de ce travail. Les institutions, juste pour rappel, se sont réunies pour porter cette réflexion: la Caisse nationale d'allocation familiale, France Stratégie et le HCFEA, au Conseil Famille, Enfance et Âge. Elles se sont appuyées sur un conseil scientifique: Carlo Baron, Grégoire Bors, Daniel Boyer, Drina Candilis-Huisman, Maya Graquier, Arthur Heim, Stéphanie Jamet, Martin, Christine Ménesson, Claire Mestre, Bruno Pallier, Lydia Panico, Olivier Thévenon, Michel Vandenbroek, Zaouche Gaudron nous ont accompagnés. C'est une réflexion qui vous est présentée aujourd'hui. Je sais que vous êtes très nombreux et certains d'entre vous n'ont pas forcément suivi les séances précédentes du séminaire. Sachez que tout est en ligne et accessible. 8 séances échelonnées depuis le 1er décembre jusqu'à aujourd'hui pour prendre le temps de la réflexion. Plus de 50 interventions, chercheurs, institutionnels, acteurs de terrain, des échanges nombreux avec les participants. L'ensemble est libre, y compris la documentation afférente aux interventions. En ouverture de cette séance, nous remercions Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance et à la famille auprès du ministre de la Santé et des Affaires sociales. Bonjour Sylviane, Madame la Présidente, merci beaucoup pour votre propos introductif, pour votre invitation, Monsieur le Commissaire Général, cher Gilles, Monsieur le Directeur Général, cher Vincent, Monsieur le Défenseur des enfants, cher Eric, Mesdames et Messieurs les intervenants, les participants, bonjour à tous. Alors du 1er décembre de 2020, vous l'évoquiez Sylviane, qui était la date de l'ouverture de ce séminaire Premier pas, à ce 29 juin, sauf erreur 2021, qui est cette journée conclusive où vous m'avez fait le plaisir et l'honneur d'ouvrir. 7 mois se sont écoulés. Nous avons avancé côte à côte le long de ce chemin, savoir issu de la recherche comme du terrain et décisions publiques s'éclairant mutuellement. Je vous en sais gré à tous les trois et aux personnes qui ont travaillé avec vous et à travers vous. Au-delà de vous, bien sûr, je suis gré aux équipes, aux intervenants, aux participants à ce cycle de séminaires, d'avoir en ce premier semestre 2021, à la suite de cette concertation développement du jeune enfant, mode d'accueil, formation des professionnels, et puis après les travaux de la commission des 1000 premiers jours, entretenu à votre tour l'animation de cette mission collective qui nous a tous animés depuis plusieurs mois. C'est un dialogue permanent qui est essentiel à la vitalité publique, aussi précieuse, aussi complexe, vous l'avez évoqué, aussi mouvante. On manque peut-être de cohérence d'ensemble parfois que celle qui nous occupe. Et ces 7 mois furent pour nous tous, je crois, aussi denses qu'intenses. Alors, ce qui me concerne, tout d'abord, si vous m'y autorisez, d'y revenir brièvement, 7 mois que nous avons vécu, bien sûr, au rythme imposé par la crise sanitaire, celui des mesures indispensables à la contention du virus, à la gestion autant qu'il nous a été possible des conséquences de l'épidémie, à la fois pour protéger les familles, les parents, les enfants, évidemment. Et je rappelle à cet égard l'opération Urgence Premier pas, dont le titre est aussi joli nom que vous êtes donné, vous ne m'en voudrez pas, Sylviane, j'en suis sûr, et pour soutenir également celles et ceux qui accompagnent ces familles. Et je tiens ici à souligner combien la Caisse nationale des allocations familiales, notamment tant par l'engagement évidemment de ses administrateurs que par l'agilité de ses services, de ses personnels, a joué un rôle crucial et irremplaçable pendant cette période. Alors la prudence doit bien sûr continuer à nous guider. Je forme à ce titre le vœu que
que des instruments de préservation de la capacité d'accueil de nos jeunes enfants puissent demeurer en place, tant les protocoles sanitaires que nous devons prendre pourront fragiliser l'équilibre économique de ces structures. Et je suis en ce début d'été particulièrement heureux que les dernières consignes que nous ayons délivrées autorisent, encouragent même, dans certaines conditions évidemment, l'organisation de fêtes de fin d'année, ces moments qui sont toujours si précieux pour les enfants comme pour leurs parents et puis évidemment pour les professionnels qui les accompagnent. C'est 7 mois que nous avons traversé aussi au rythme choisi et résolu de la relance et de la réforme. Je pense naturellement aux mesures de soutien sans précédent, tant dans leur ampleur que dans leur levier destiné aux années, pour faire en sorte que 2021 et 2022 soient non seulement des années utiles pour la création de nouvelles places de crèche, soit même des années d'accélération, de rattrapage du retard que 2020 nous avait conduit à enregistrer. Le gouvernement, la branche famille de la sécurité sociale, propose des instruments ambitieux, je crois, audacieux pour certains même, probablement. Je pense à l'appui technique aux collectivités qui le demandent, par exemple, et qui se déploient progressivement. J'invite de façon un peu solennelle, peut-être, et appuyée les porteurs de projets, qu'il s'agisse d'entreprises, de municipalités, évidemment, à mesurer le soutien qui leur est apporté et à se saisir de ces opportunités. C'est vraiment important que nous puissions déployer tout cela au cours des mois à venir. Je pense également, alors, par ailleurs, aux réformes d'ordre plus structurelles encore, importantes, que je me suis évertué à mener vous savez, de front. Réforme de la protection de l'enfance, tout d'abord, qui va obligé à vous quitter un peu rapidement parce que j'ai un peu de travail d'ici à l'examen en commission dès demain de ce texte, de ce projet de loi qui est en réalité le volet législatif d'une stratégie qu'on a élaborée tous ensemble dans le secteur dès avril 2019, qui a donné lieu en octobre 2019 à la stratégie de prévention et de protection de l'enfance qui se déploie depuis à travers différents outils, différentes actions en faveur des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et là, c'est le versant, le volet législatif qui va venir boucler cette stratégie de prévention et de protection de l'enfance et qui sera donc au Parlement cette semaine et la semaine prochaine. Il y a eu la réforme des services aux familles, ensuite, évidemment, et de longue haleine, de plus longue haleine encore, puisqu'il a été initié en 2018. Et je profite à cette occasion tous les partenaires, nombreux ici autour de cette table, qui ont participé à cette riche concertation, dont la relance cet automne nous permet désormais de prendre, à compter de l'ordonnance du 19 mai dernier, les textes qui vont permettre à la fois un développement plus agile, plus qualitatif et mieux organisé des services aux familles, et que les parents attendent, je crois, que les enfants méritent, je le crois aussi, et puis chantier qui sera complété, vous le savez, dans les prochaines semaines par la constitution de ce comité de filière petite enfance que j'ai souhaité, dont j'ai annoncé le principe en janvier dernier. Souhaiter que le premier semestre soit l'occasion de consulter toutes les parties intéressées quant à ses contours, quant à son agenda. C'est grâce à cet instrument nouveau, cette réunion sans précédent de l'ensemble des employeurs, des employés de l'accueil du jeune enfant et des administrations évidemment qui interviennent dans ce domaine, que nous pourrons là aussi, je le crois, en responsabilité toujours évidemment, identifier les voies d'une amélioration de l'attractivité de ces métiers notamment, qui est seule à même de garantir la pérennité de solutions d'accueil de qualité. Déploiement enfin de la démarche des 1000 premiers jours, que vous connaissez bien, dont vous savez qu'elle irrigue toute mon action, en tout cas une grande part en faveur de l'enfance depuis en responsabilité au gouvernement et qui trouve au tournant de cet été de belles concrétisations, qui continuent à se concrétiser. Alors, évidemment, avec le doublement de la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant qui entrera en vigueur après-demain, le 1er juillet. Je pense aussi au lancement d'une application de service pour des 1000 premiers jours qui va donner aux jeunes parents des clés, des messages de santé publique clairs, des services qui sont utiles pour répondre à leurs interrogations au cours de cette période de leur vie de parents et de la vie de leurs enfants. Et puis, sachez qu'à la rentrée, il y aura une campagne un peu de communication qui permettra de diffuser ces messages de prévention auprès de l'ensemble des parents. Plusieurs de ces mesures, et c'est logique et c'est heureux, j'ai envie de dire même,
font écho aux réflexions que vous avez vous-même évidemment à l'occasion de ce séminaire au long cours, et même dès avant, je pense, enfin, j'en suis sûr, et dont le travail de synthèse ne manquera sans doute pas d'être ardu tant il était riche, et tant ces 7 mois, vous les avez aussi vécus tambour battant, pour rassembler, sauf erreur, 50 intervenants, qu'ils soient professionnels, experts, élus, universitaires, institutionnels, des centaines, je crois, de participants qui, par leurs commentaires, leurs questions, contribuaient à éclairer les diagnostics, à dessiner les orientations qui seront les vôtres. 7 mois pour embrasser l'ensemble du politique public potentiel, abordant tour à tour ses fondements, ses objectifs, ses modalités, son organisation nationale et locale. 7 mois pour réinterroger les usages, re-questionner les évidences, remettre en jeu les certitudes. Je crois que l'époque s'y prêtait peut-être particulièrement. Et vous êtes, je crois, d'abord attaché à souligner les raisons pour lesquelles la recherche justifie une action publique favorisant le développement du jeune enfant. Je l'avais indiqué au mois de décembre, je suis comme vous d'emblée convaincu, mais le travail que vous avez conduit nous est indispensable pour porter ce message auprès à l'être, convaincu, justement. Vous avez ensuite débattu de l'organisation nationale et locale, mieux à même de favoriser le déploiement d'une telle politique. Et je pense, comme vous, on a eu l'occasion d'en échanger les uns avec les autres. La question organisationnelle est évidemment clé, tant par exemple que l'accueil du jeune enfant demeure une compétence à la fois facultative et partagée. Nous avons une responsabilité collective d'en organiser l'exercice conjoint, et c'est la raison pour laquelle la création des comités départementaux des services aux familles est une évolution si importante, que j'ai pu voir d'ailleurs très concrètement vivre à l'occasion de déplacements dans les territoires, et dont j'attacherai un soin tout particulier à m'assurer de sa bonne mise en œuvre. Voilà. Par ailleurs, rappeler qu'il n'est pas de politique d'égalité des chances dès le plus jeune âge qui ne s'attaque aux inégalités dans l'environnement social, mais aussi dans l'environnement familial. Je suis fier d'appartenir à une mandature qui a été la première, je pense, à se mobiliser entièrement dès ses premiers mois en responsabilité pour tracer, que ce soit avec la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté, avec la stratégie nationale de soutien à la parentalité, le cadre de son action collective dans ces domaines. Voilà. Et l'heure arrivera bientôt de dresser un bilan, évidemment, de toutes ces politiques. Et la perspective qui a été la vôtre dans le cadre de ces travaux sera à cet égard indispensable, je pense, pour participer et pour élaborer ce bilan. Enfin, vous avez versé au débat la question des modes d'accueil du jeune enfant, de l'attractivité des métiers, de ceux qui les font vivre au quotidien, en pointant notamment la nécessité d'une plus nette convergence et d'une plus grande unité de ce monde de la petite enfance qui est encore, à bien des titres, beaucoup trop séparé, éclaté peut-être. Et vous le savez, là aussi, je partage pleinement cette préoccupation. Je fonde, je l'ai dit, beaucoup d'espoir dans les apports du futur comité de filière, étape, avec des apports qui illustrent dès aujourd'hui le déploiement de la campagne de formation des professionnels de petite enfance. C'est un programme national qui est construit sur la base de la Charte nationale de qualité d'accueil, que vous connaissez bien, chère Sylviane, avec des conventions financières qui ont été proposées par l'État à tous les OPCO et les branches concernées. Ça a pris un peu de temps à se faire, à se concrétiser, à se matérialiser, mais c'est désormais le cas. Ça permet l'État de mettre 40 millions d'euros sur la table pour procéder à ces formations, et des sessions de formation intermétiers sont organisées dans le cadre du volet territorial de la première fois va rassembler les professionnels de l'accueil individuel et de l'accueil collectif. Au-delà de ces résonances que je souhaitais mettre dès ce stade en lumière, vous avancerez, je n'en doute pas, des constats et des propositions à la fois innovants et audacieux, propositions qui arriveront une fois l'été, mises à profit pour les affiner à un moment charnière et à un moment que je veux utile, qui est celui de la préparation de la prochaine période, qui va s'ouvrir par le biais du débat public dans la perspective des échéances électorales, évidemment, il ne vous aura pas échappé, mais aussi via d'autres rendez-vous que nous avons, la création de la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF, ainsi que celle de la convention pluriannuelle d'objectifs entre l'État et deux échéances qui vont arriver. Voilà, dans un contexte où rarement possible aura été aussi ouvert, tant sont nombreuses les incertitudes auxquelles nous devons faire face. Plusieurs questions, je pense, se posent à nous, qui orienteront probablement les réponses que nous y apporterons. Quelle sera la situation économique et sociale des familles dans le contexte d'une progressive
normalisation des systèmes de soutien? Quelle sera l'ampleur dans la durée des mouvements géographiques de population vers les villes moyennes auxquels nous assistons, que nous constatons, durable ou pas? Quelle sera la pérennité des pratiques de travail? Ce sont là aussi largement développés avec les confinements, qui ont un impact sur les sujets dont nous parlons. Cela est-ce durable? Et comment encore évolueront les aspirations des parents en termes de temps pour eux, de temps pour leurs proches, aussi en termes d'accompagnement pour eux comme pour leurs enfants. Là aussi, quelles conséquences la crise a-t-elle pu avoir sur la perception de ces aspects-là par les uns et par les autres? Nous devons nous saisir de cette occasion de construire ensemble les outils de travail qui seront les nôtres pour les années à venir, à la lumière justement des questions qui le façonneront et qui ont éclairé de façon peut-être un peu différemment les choses ces derniers mois. Et c'est notamment, mais ce que je vise en réunissant à nouveau au mois de septembre, vous le savez, une conférence des familles, pour la première fois depuis un certain temps, qui devra nous permettre, pas bien sûr d'apporter d'emblée des réponses toutes prêtes, mais bien plutôt de croiser les regards collégialement, sereinement, sur ce qui a été fait, sur ce qu'il nous reste à faire et sur les différentes manières possibles d'y parvenir. Je vous y donne donc rendez-vous du 14 au 17 septembre prochain. Et je vous remercie d'avoir, à travers de ces premiers pas, amassé tant de grains à moudre, comme on dit, pour nos échanges à venir. Voilà, messieurs les participants, les intervenants, le directeur général, monsieur le commissaire général, chère Sylviane, madame la présidente, je vous remercie à nouveau de votre invitation et surtout de tout le travail déployé depuis 7 mois. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous à très bientôt pour ces futures échéances nombreuses tant que riches. Merci, monsieur le ministre. Ces mots. Je vais maintenant passer la parole à Éric Delemare, adjoint à la défenseure des droits, en charge de la défense des enfants et qui est également, j'aime à le souligner, membre du Conseil de l'enfance et de l'adolescence de HCFEA. Monsieur Delemare. Oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour monsieur le ministre, du Haut Conseil de la famille et de l'âge, monsieur le directeur général et madame la directrice adjointe de la Caisse nationale des allocations familiales, monsieur le commissaire général de France Stratégie, mesdames, messieurs les membres du Conseil de l'enfance et de la famille, je vous remercie pour cette invitation à cette 8e séance de synthèse du séminaire Premier pas, développement du jeune enfant et politique publique. Alors, madame Jean-Pinot, vous l'avez rappelé, si la petite enfance, là où tout commence, c'est à la période de grande fragilité, de dépendance totale au contexte de vie familiale, mais aussi, mais surtout, de vraie expérience de tous les possibles pour le jeune enfant, de découverte à tous les instants, d'éveil, d'émerveillement au monde. Nous savons que les conditions de vie, les conditions de l'éducation sont déterminantes pour l'avenir du très jeune enfant. À l'occasion de ce séminaire, vous rappelez à juste titre que les premières années de la vie sont aussi uniques qu'importantes pour le développement et le bien-être des enfants. Vous rappelez également que si le développement du jeune enfant est perçu comme essentiel et fait l'objet d'une multitude d'interventions publiques en France, il n'existe pas de politique d'ensemble structurée autour des besoins fondamentaux du développement du petit enfant dans notre pays. La petite enfance est plutôt prise en compte dans des secteurs distincts de l'action publique, comme notamment la politique de périnatalité, de santé, d'accueil du jeune enfant ou d'accompagnement à la parentalité. Vous terminez en indiquant alors qu'il est urgent de réfléchir à des actions relevant de politiques publiques structurées et lisibles centrées sur le développement. Ce séminaire fait totalement écho au rapport du Défenseur des droits de 2018 intitulé « De la naissance à 6 ans au commencement des droits ». Le Défenseur des droits y indiquait combien il était déterminant que l'État et les autres acteurs institutionnels et professionnels se mobilisent pour la petite enfance, qui est, je cite, « le temps des fondations du développement, le temps de tous les possibles, le temps de l'apprentissage du monde, dans une approche universelle qui s'adresse à toutes et à toutes, fictive, c'est l'approche par les droits
et le droit que nous défendons. Le défenseur des droits précisait que l'on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion globale, c'est-à-dire non sectorielle et cloisonnée sur les jeunes enfants et leurs parents. Alors, relire ce rapport en cette période de crise sanitaire, de ses conséquences, dans ce contexte d'augmentation de la précarité, de la pauvreté des plus vulnérables, de difficultés exacerbées en matière d'accès au logement, droit qui conditionne les autres, montre ô combien il est plus que jamais urgent que cette réflexion globale se concrétise rapidement afin pour chaque enfant les conditions favorables de son développement, par de meilleures coordinations des politiques publiques, de meilleures coordinations du terrain. La crise sanitaire nous a montré à quel point nos politiques publiques sont précieuses. On a juste à penser aux parents qui se sont retrouvés bien désemparés quand les services éducatifs à la petite enfance ont dû fermer leurs portes et les besoins énormes qui apparaissent désormais. Il faut rappeler les progrès qui ont été faits ou qui sont en cours. Je pense notamment à la loi sur les violences éducatives ordinaires, même si les mentalités doivent encore beaucoup évoluer. La stratégie des 1000 premiers jours que Monsieur le secrétaire d'État vient d'évoquer et que nous regardons avec attention, tant le manque de moyens, les difficultés territoriales font qu'il est fondamental de redonner des moyens d'action à une PMI universelle qui s'adresse à tous. Cadre en matière de formation continue des professionnels de la petite enfance qui vise notamment à renforcer les compétences des professionnels. Il faut donc désormais continuer ces efforts en s'attaquant au cloisonnement et disparités territoriales des politiques de l'enfance. Nous ne mesurons pas les impacts, certainement pas encore toutes les conséquences de cette crise, mais nous savons que les impacts sur les plus fragiles sont déjà visibles et faut-il rappeler que les enfants sont toujours les premières victimes. Parmi les impacts sur les enfants sont cités des troubles alimentaires, troubles du sommeil, des troubles émotionnels, troubles de l'attention, une très forte augmentation du temps passé devant les écrans. C'est d'autant plus l'occasion de rappeler l'importance du développement d'activités d'éducation nutritionnelle au sein des structures d'accueil de la petite enfance, leur rôle afin de favoriser dès le plus jeune âge de l'enfant une éducation favorable à son bon développement et à sa santé. De même, je rappellerai la recommandation du défenseur des droits faite au gouvernement de diligenter des recherches pour mieux appréhender les risques de l'usage des appareils numériques par un tout jeune public et dans l'attente d'appliquer le principe de précaution en interdisant l'exposition des enfants de moins de 3 ans aux écrans dans les lieux les accueillant et en limitant celle des 3 ans à un usage strictement pédagogique et accompagné. Mesdames, Messieurs, la Convention nationale des droits de l'enfant nous rappelle au fond que l'enfant devient titulaire de l'ensemble des droits de l'homme dès sa naissance. Mais petit être humain ne veut pas dire petit droit. Les enfants ont des besoins spécifiques auxquels il s'agit de répondre, besoins physiologiques, besoins de sécurité, d'affection. Par conséquent, la responsabilité des adultes qui l'entourent est double, protéger et éduquer. Éduquer au sens du pédagogue, à savoir vers. Il s'agit pour eux d'apporter les soins sans lesquels l'enfant ne peut ni grandir, ni apprendre, ni s'épanouir. C'est d'ailleurs sans doute dans cet apparent paradoxe, à savoir la vulnérabilité de l'enfant, exigeant une protection immédiate de l'adulte, et la reconnaissance que l'enfant dispose d'une formidable capacité d'éveil, d'apprentissage, de curiosité et d'ouverture au monde, qu'il faut comprendre la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Il est donc primordial de réaffirmer que le petit enfant a des droits qui visent à favoriser son développement, son bien-être, c'est-à-dire la satisfaction de ses besoins fondamentaux, physiques, psychologiques, besoins de sécurité et d'affection. Ces droits s'appliquent sans attendre d'ailleurs que l'enfant accède au langage ou à la connaissance. Cette reconnaissance, encore trop peu connue aujourd'hui, est le fruit d'une évolution historique, d'apports scientifiques qui ont permis de considérer le petit enfant sujet à part entière dans sa famille. La Convention internationale des droits, texte contraignant pour les États, reconnaît aux enfants 3 types de droits. Les droits dits protection, ce sont liés à la spécificité, à la vulnérabilité de l'enfant. Il s'agit du respect de son intégrité physique. Ce sont des droits A qui incombent à l'État. Des droits prestations, c'est-à-dire des droits liés à son développement, tels de la santé, l'éducation ou encore les loisirs. Ce sont des droits de l'enfant qui à la société tout entière. Et enfin, les droits à liberté, tels la liberté d'expression, le droit à la participation, les droits qui préparent les enfants à leur future vie d'adultes et de citoyens dans la société. Ces droits incombent à la société tout entière et dont les enfants doivent être les principaux acteurs. Mais il faut bien comprendre que ces 3 types de droits sont indissociables et interdépendants. Cette indissociabilité, la reconnaissance de cette interdépendance,
forment ce qu'on appelle la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il faut alors comprendre comme la recherche de son meilleur intérêt dans une situation donnée. L'effectivité de ces droits est déterminante pour l'enfant. Autrement dit, il n'y a pas d'intérêt supérieur de l'enfant si on ne met pas l'enfant dans les bonnes conditions de développement. La promesse de ces droits, promesse de développement et d'épanouissement dans la société, repose largement et principalement sur les adultes dès lors que les petits-enfants ne sont pas en mesure de les faire valoir eux-mêmes. Il convient donc de prendre davantage en compte les droits, les besoins des tout-petits dans les politiques publiques. C'est-à-dire que quelle que soit la situation de leur famille, les enfants devraient pouvoir bénéficier d'un accès aux dispositifs d'accueil petite enfance en fonction de leurs besoins. C'est la raison pour laquelle le Défenseur des droits, dans son rapport, recommandait aux collectivités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l'accès de tous les enfants, sans aucune discrimination, à tous les modes d'accueil de la petite enfance, notamment en développant des modes d'accueil flexibles, tels que le lieu d'accueil par enfant, les maisons vertes, les accueils hors les murs, les accueils temporaires, ou encore à temps partiel. Il s'agirait également de doter l'ensemble du territoire de ces dispositifs passerelles permettant une transition plus fluide vers l'école maternelle. Alors bien, l'accueil des tout-petits doit permettre aux parents de pouvoir concilier vie professionnelle, vie personnelle. Si depuis de nombreuses années, les structures ont largement dépassé la simple définition de garderie permettant de travailler, pour développer des actions, des pratiques, une culture de l'éveil au regard tant des progrès en matière de puériculture que du développement de l'enfant, beaucoup de parents, très souvent d'ailleurs des mamans, culpabilisent encore à déposer leur enfant à la crèche, car ne travaillant pas, isolés, ne peuvent affronter le regard tant familial que celui de la société qui n'évolue pas partout de la même manière. Les parents devraient pouvoir disposer de la possibilité d'accueil indépendamment donc de leur situation professionnelle, personnelle ou familiale. Il paraît nécessaire de développer dans les établissements, les structures d'accueil des jeunes enfants, des offres flexibles afin de s'adapter à tous les contextes, ces nouveaux contextes familiaux, mais aussi dans le but de résorber, et ça a été rappelé, les inégalités et permettre à tous les parents qui considèrent que ces modes d'accueil sont les plus adaptés aux besoins de leur enfant d'y accéder effectivement. De même, tous les enfants devraient pouvoir bénéficier de temps d'ouverture, avec ou sans leurs parents d'ailleurs, vers des activités d'éveil à l'extérieur de la maison, quel que soit le mode d'accueil, avant d'entrer à l'école, même pour les parents qui choisissent de garder leur enfant. C'est-à-dire de pouvoir périodiquement ou à temps partiel de cette possibilité, car il s'agit d'expériences de socialisation précoce. De même, une réelle politique d'inclusion pour les enfants en situation de handicap dès leur plus jeune âge nécessite une mobilisation des pouvoirs publics et des professionnels à tous les niveaux. Car si on veut à juste titre que la démarche inclusive puisse enfin pouvoir en finir avec cette idée reçue que la société serait d'abord pensée pour les personnes sans handicap, personnes dites valides, et que donc les personnes en situation de handicap relèveraient par principe de dispositifs de rééducation. Il faut à toute petite enfance que la société s'adapte à la limitation des capacités d'un enfant en situation de handicap. L'environnement est accessible pour nos enfants, rendons-le accessible. D'ailleurs, cette mixité, dès le plus jeune âge, permettrait aussi de lutter contre les discriminations entre enfants. De même, des dispositifs de soutien à la parentalité doivent se développer, bien en amont des dispositifs de protection de l'enfance. Beaucoup de familles craignent également le regard des travailleurs sociaux, le risque d'informations préoccupantes si leur enfant est accueilli en crèche. Il faut de manière préventive intervenir non pas dans une culture de l'enquête sociale, mais dans une culture de soutien à la parentalité sur la base que chaque parent en a besoin, mais peut développer ou bénéficier des ressources différentes en fonction de leur situation, contexte, aspiration, facteurs socio-économiques, besoins spécifiques, sans se poser la question de la stigmatisation sociale. Alors, la défenseur des droits, le défenseur des enfants ne peuvent donc que s'associer aux travaux de ce séminaire, car d'une part, vous œuvrez pour un développement et un épanouissement de l'enfant,
Et d'autre part, vous portez une exigence qui veut que le statut social des enfants, leur développement, ne dépendent plus des caractéristiques financières, sociales, morales, ethniques, religieuses de leur famille, mais uniquement du service, au sens noble du terme, qu'ils peuvent rendre à la société et donc à l'humanité en tant que futurs adultes. Peut-être que beaucoup d'adultes se sentiraient peu inclus dans la société si leur enfance avait été mieux nourrie. Protéger l'enfance, c'est vraiment protéger de manière préventive l'humanité tout entière. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon séminaire et au plaisir de lire vos conclusions. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur Delemare. Merci beaucoup pour votre intervention et votre implication. Nous allons maintenant écouter Florence Thibault. Florence est membre du COPIL, du séminaire Premier Pas, et directrice adjointe de la direction des statistiques, des études et de la recherche de la CNAF. Florence Thibault qui va essayer d'assumer une mission totalement impossible, à savoir vous livrer une synthèse, mais je crois qu'on pourrait plutôt dire un aperçu scientifique du séminaire depuis tous ces mois. Donc, je l'en remercie. Je voudrais signaler que cette séance, contrairement à toutes les précédentes, est une séance où nous ne pourrons pas être en dialogue avec les participants. Vous êtes près de 400 ou même un peu plus, je crois, en ligne aujourd'hui. Il a été souhaité que ce séminaire s'ouvre à un maximum de personnes intéressées. Voilà, donc on va écouter Florence Thibault et ensuite Vincent Mazouric, Gilles Jory et moi-même présenterons quelques éléments de l'implication institutionnelle dans ce projet. Florence, on vous écoute. Merci Sylviane. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a indiqué Sylviane Jampineau, le cycle de séminaire Premier Pas, dont j'ai l'honneur de vous présenter les conclusions au nom de son comité de pilotage, est né d'un double constat. Celui que les premières années de vie de l'enfant font l'objet d'interventions publiques en France, mais que pour autant, nous ne disposons pas d'une politique structurée et autour des besoins fondamentaux, du développement et de l'épanouissement de tous les jeunes enfants. Ce séminaire a fonctionné comme un laboratoire éphémère en faisant dialoguer les connaissances scientifiques, les connaissances institutionnelles et les connaissances expérientielles actuelles et en interrogeant également les expériences étrangères. Ce séminaire a été orchestré par un comité de pilotage composé de Sylviane Jampineau, Frédéric Chave, Catherine Colombet, Pauline Domingo, Peggy Furic, Joséphine Girardot, Clémence Elfter, Gauthier Meigne, Alexandra Oulmouden, Morgane Rouault-Mouren et moi-même. Bien sûr, cette réflexion n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans d'autres pas, comme nous avons pu le voir lors des 2 interventions de ce matin. Aussi, nous pourrions dire que ce cycle de séminaire s'est inspiré, qu'il a agi par capillarité et dans une volonté de synthèse globale, allant jusqu'à dessiner les modalités d'action à partir des connaissances rassemblées. La synthèse que je vais vous présenter à présent est organisée en 4 temps. D'abord, y a-t-il un enjeu autour du développement de l'enfant et quels sont les termes de cet enjeu? Ensuite, la politique publique a-t-elle un rôle à jouer autour de cet enjeu? Après, nous nous interrogerons sur la situation de la France aujourd'hui relativement à ces questions. Et enfin, nous finirons par les recommandations qui découlent des connaissances que nous avons ainsi pu rassembler et synthétiser. Slide suivante, s'il vous plaît.
Alors, commençons par l'enjeu. Les recherches scientifiques sont claires sur le fait que, dès sa naissance, l'enfant est doté de nombreuses compétences qui ont besoin d'être nourries par un environnement humain suffisamment sécure, suffisamment disponible et enrichissant pour pouvoir l'aider dans son développement. Ce premier constat embarque avec lui l'enjeu du temps continu et de la disponibilité des parents, qui constitue l'une des conditions d'une relation de qualité, sécure et stimulante pour le tout petit. Cette relation est un facteur de protection pour la santé mentale et physique de l'enfant à court et à long terme. Cette relation embarque ainsi l'importance d'une protection médico-sociale des conditions d'entrée dans la vie. Slide suivante. Au-delà du rôle des parents, le développement de l'enfant dépend également de son cadre de vie. Ainsi, en situation de pauvreté, il arrive que le microsystème familial ne puisse plus répondre pleinement aux besoins et aux attentes des enfants, tant les parents peuvent être sujets à des niveaux de souffrance élevés ou aux prises avec des stratégies de survie. À l'extérieur, les opportunités locales peuvent alors être plus contraintes de coûts, contraintes de proximité de services, diversité de ces services ou qualité des structures. Et quand elles existent, ces opportunités, eh bien, il se peut que les familles y recourent moins dans le cadre d'une stratégie de repli. Toutefois, il n'existe pas de déterminisme ni de linéarité dans le développement et tout ne se joue pas entre 0 et 3 ans. Il est toujours possible de remédier après 3 ans à des carences dans les acquisitions, mais la nature cumulative du développement, la nature cumulative de la contribution à l'épanouissement du tout-petit et la malléabilité du cerveau invitent à intervenir tôt. Slide suivante. En matière de développement socio-cognitif, les recherches montrent qu'à 2 ans et demi, le développement du langage est très marqué par le gradient social. Le même résultat s'observe à 3 ans et demi sur les capacités cognitives de résolution de problèmes et de raisonnement non verbal. Or, certaines compétences dont l'acquisition se joue dans la petite enfance sont particulièrement prédictives des apprentissages futurs. C'est le cas par exemple des écarts de développement langagier, qui se révèlent prédictifs d'apprentissage scolaire ultérieur, comme la conscience phonologique, la connaissance des lettres et la maîtrise de la lecture. Il en est de même des compétences prémathématiques, des compétences socio-émotionnelles et motrices. Slide suivante. Alors, après cette première partie qui questionnait les enjeux et dont nous avons vu qu'ils étaient sans équivoque affirmés, démontrés par les éléments scientifiques, eh bien le séminaire a interrogé la place des politiques publiques dans ce cadre. Après tout, il pourrait y avoir un enjeu central, mais qui relèverait uniquement de la sphère privée, ou alors qui ne saurait être soutenu par aucun dispositif. L'attention s'est d'abord portée sur les modes d'accueil. D'après les travaux nationaux et internationaux, les modes d'accueil ont un effet positif sur le développement des jeunes enfants. Et mode d'accueil ne signifie pas ici uniquement accueil collectif. On parle aussi de l'accueil chez une assistante maternelle dont les effets sont positifs, même si leur ampleur est moins élevée. À 2 ans, l'intensité du recours semble jouer positivement sur le développement langagier et moteur. En effet, c'est un sujet de savoir qu'un mode d'accueil a un effet bénéfique sur le développement de l'enfant, mais il importe également de pouvoir apprécier l'intensité opportune de ce recours. Donc ce que l'on voit, c'est que l'intensité du recours à 2 ans joue positivement sur le développement de l'enfant. Pour le développement socio-émotionnel, par contre, eh bien, le schéma est inverse. Et par ailleurs, pour les enfants plus jeunes, nous manquons de précision sur l'intensité adaptée en matière de recours. À présent, concernant l'âge de la fréquentation de ces modes d'accueil, eh bien, ce que l'on constate, c'est que les effets sont positifs, y compris avant l'âge de 1 an, sous réserve alors qu'il soit progressif, de qualité, et que cet accueil offre des liens personnalisés et stables. Dernier point, les enfants défavorisés sont ceux qui bénéficient le plus de ces effets positifs. Autrement dit, les modes d'accueil sont un levier puissant de réduction des inégalités. Slide suivante.
Les travaux conduits sur la première année de maternelle montrent des résultats globalement similaires, même si, en matière d'intensité hebdomadaire de la fréquentation, eh bien, nous n'avons pas d'effet probant sur la bonne intensité. Il semblerait que la régularité et la fréquentation suffisent. Slide suivante. Bien sûr, cet effet de l'accueil est conditionné par des exigences de qualité qu'il convient d'apprécier à l'aune de deux critères. Le premier critère est la qualité procédurale. La qualité procédurale s'intéresse en particulier à la qualité des interactions entre les professionnels de la petite enfance et les enfants eux-mêmes. La qualité procédurale s'intéresse également à la qualité des relations des jeunes enfants entre eux. Une qualité élevée suppose une approche de la part des professionnels de type éducare, qui implique une réflexivité et une attitude éducative au fil des interventions quotidiennes. Elle peut aussi passer par la définition de programmes ou de pratiques visant des acquisitions ou des expériences spécifiques. La deuxième qualité à laquelle il convient de faire attention est dite la qualité structurelle. C'est elle qui définit le cadre global d'intervention. Elle comprend d'abord le niveau et le type de qualification des professionnels. Type de qualification qui est très relié à la qualité des interactions entre les enfants et les professionnels eux-mêmes. Un haut niveau de qualification signifie une haute qualité d'interaction entre enfants et adultes professionnels. La qualité structurelle intègre également les ratios d'encadrement, la mise en place de curriculum par exemple. Slide suivante. L'autre volet central d'une politique publique visant le développement et le bien-être du jeune enfant, qui est apparu et qui a été confirmé au cours de nos séances, est celui de l'accompagnement des parents. Dès avant la naissance et durant la maternité, accompagner les parents à rencontrer et à comprendre leur bébé, qu'il soit en bonne santé ou non, permet de prévenir l'isolement parental. Par la suite, cet accompagnement est essentiel aux phases clés du développement de l'enfant qui viennent bousculer la relation parent-enfant récemment établie. Cet accompagnement est également essentiel lors d'événements familiaux spécifiques, comme l'arrivée d'un puîné, la reprise du travail. Il convient également de noter que ces difficultés peuvent être accentuées pour des familles ayant vécu une migration ou se trouvant dans des situations de vie particulièrement fragilisantes. Dans l'ensemble de ces situations, la prévention primaire est déterminante au travers de services adaptés. Un autre pan de cet accompagnement à la parentalité est celui des congés parentaux. Comme on l'a vu, le temps continu, la présence auprès des jeunes enfants de la part des parents est centrale dans leurs premiers mois de vie. Les congés parentaux apparaissent dans ce cadre comme un levier puissant pour permettre la création d'une relation nourrie, stimulante. Et les dispositifs de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle sont également à considérer comme étant très utiles dans ce cadre. Slide suivante. Alors, à présent que nous avons vu que les enjeux étaient affirmés et que les politiques publiques avaient un rôle à jouer dans l'atteinte de ces enjeux, eh bien, la troisième question que l'on peut se poser est celle de la situation française. D'abord, en matière d'accueil. Alors, la France dispose actuellement de 59,3 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans. On entend ici par places d'accueil les crèches, les assistantes maternelles, la garde à domicile et l'école préélémentaire. Ces modes d'accueil représentent une dépense conséquente de la part de la puissance publique de l'ordre de 15,3 milliards d'euros par an sur le champ des enfants de moins de 3 ans. Pour autant, en 2018, environ une famille ayant au moins un enfant de moins de 3 ans sur 2 ne recourait ni à une crèche, ni à une assistante maternelle, ni à l'école préélémentaire. Et si on regarde de façon plus détaillée le recours au dispositif de conciliation, on constate que 76% des familles vivant sous le seuil de pauvreté ne recourent à aucun dispositif, 79% des familles biparentales dans lesquelles aucun des parents n'est actif occupé ne recourent à ces dispositifs, et c'est également le cas de 78% des familles monoparentales au chômage ou inactives. Slide suivante.
En matière de qualité, à présent, la situation française est marquée par plusieurs caractéristiques. D'abord, une qualité structurelle des modes d'accueil qui est globalement homogène et élevée, avec toutefois de moindres garanties en accueil individuel et des ratios d'encadrement moins favorables à l'école maternelle. Concernant la qualité procédurale, elle se révèle peu valorisée en France, avec une question de césure institutionnelle à l'entrée en école préélémentaire qui est également insuffisamment aménagée pour correspondre aux besoins des enfants en matière de transition. Pour autant, la période récente a vu des initiatives importantes se mettre en place pour l'amélioration de la qualité procédurale. Suite à un rapport du HCFEA, nous avons à présent une charte nationale de l'accueil du jeune enfant. Par ailleurs, un vaste plan de formation est prévu. Slide suivante. En matière de parentalité à présent, on constate que les congés parentaux que délivre aujourd'hui la Caisse nationale des allocations familiales, ces congés parentaux ont été d'abord pensés dans une logique de salaire maternel, puis de libre choix, mais insuffisamment pensés pour laisser du temps aux parents, à tous les parents, pour leur permettre d'accompagner leur jeune enfant avec justement cette perspective de développement et d'épanouissement de leur tout petit. En matière de dispositifs de soutien à la parentalité, on constate qu'ils sont nombreux, mais qu'ils restent insuffisants avec un manque de lisibilité et de structuration de cette action publique. Toutefois, là encore, dans le cadre des travaux de la Commission 1000 jours, on constate des évolutions engagées en ce sens. Slide suivante, s'il vous plaît. Au total, une façon de synthétiser les éléments que nous avons vus sur le rôle des modes d'accueil en France, la prise en compte des questions de qualité et cette situation de parentalité, peut être de comparer la situation française dans une perspective internationale en s'interrogeant sur les finalités assignées aux dispositifs en direction des jeunes enfants entre conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, lutte contre les inégalités et recherche de développement et d'épanouissement du tout petit. Bien sûr, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de système d'accueil pur qui ne prendrait en compte que l'une de ces finalités, mais de manière implicite ou explicite, on constate que chaque politique nationale va plutôt se mettre au service d'une ou deux de ces finalités. Alors, lorsque l'on passe la situation française à l'ensemble des critères qui permettent de définir les finalités qui sont privilégiées, on constate que la France met en avant des finalités de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et de lutte contre les inégalités. Ceci explique sans doute pourquoi l'action publique française en direction des jeunes enfants, qui est pour autant très importante en France, semble perfectible lorsqu'elle est relue, lorsqu'elle est évaluée à l'aune du développement et de l'épanouissement du jeune enfant. Slide suivante. De ces éléments de connaissance scientifiques, institutionnels et expérientiels, il est possible à présent de tirer des conclusions qui forment les bases d'une intervention publique structurée et lisible visant le développement et le bien-être du jeune enfant. Ces éléments devant être complémentaires aux autres finalités des politiques s'intéressant à la petite enfance, notamment, comme nous venons de l'indiquer, cette finalité de conciliation, mais aussi éducative et de lutte contre la pauvreté. Alors, avant 3 ans, ce qu'indiquent les travaux que nous venons de synthétiser, c'est qu'il serait souhaitable d'encourager la promotion d'une expérience de socialisation progressive, ludique et stimulante avec d'autres enfants, dans d'autres espaces que la maison et en lien avec les parents. Cette possibilité devrait être à disposition de tous les enfants sur un mode universel permettant et incitant à l'accès des quelques 50% d'enfants dont nous avons vu qu'ils ne bénéficient pas aujourd'hui d'un mode d'accueil extrafamilial avant l'entrée à l'école préélémentaire. Le format envisageable de cette offre serait d'être régulière, car la régularité est un élément central de sécurisation du tout petit, hebdomadaire
et progressive. Cette offre devrait garantir l'accès à 4 demi-journées d'accueil en groupe à tous les enfants, que ce soit en structure collective, en relais assistante maternelle ou dans des structures intermédiaires. Cette offre, pour être favorable au développement de tous les jeunes enfants, doit garantir des conditions de qualité relevant à la fois de ce que nous avons vu du côté de la qualité structurelle, mais également de ce que nous avons vu du côté de la qualité procédurale, donc dans une logique de modèle holistique s'appuyant sur les référentiels français et étrangers. Cette offre devrait s'arrimer sur les politiques de mode d'accueil et de l'école préélémentaire existant et permettre la poursuite simultanée des objectifs historiques des dispositifs visés avec un renforcement des continuités et des repères pour les enfants. Alors les implications sont nombreuses de ces considérations, de ces jalons de politique publique. Elles se posent en termes de nombre de places d'accueil à créer, de rapprochement des offres collectives, individuelles et éducatives, de création d'un parc structuré de structures d'accueil intermédiaires, d'adaptation de l'offre aux caractéristiques des territoires et aux évolutions familiales et sociales, et bien sûr être une offre de qualité. Slide suivante. Cette offre devrait être complétée par une action plus forte des pouvoirs publics en direction des parents pour qu'ils puissent pleinement accompagner le développement de leurs enfants. Ceci plaide en faveur de l'instauration d'un congé parental mieux rémunéré, pris par les 2 parents au moins jusqu'au 6e mois de l'enfant, afin de sécuriser l'établissement des premiers liens. Donc une offre d'accompagnement à la parentalité conséquente et structurée autour de leur écoute, avec des ressources fiables, accessibles, avec la possibilité d'échange entre pairs et de soutien à tous les parents. Le 3e point est probablement la promotion d'un dialogue social nourri par les pouvoirs publics pour inciter les entreprises à créer les conditions permettant de concilier l'exercice d'une activité professionnelle et leur rôle parental. Enfin, cette politique de parentalité impliquerait également une place plus grande faite aux parents dans les modes d'accueil, y compris à l'école préélémentaire, au travers de lieux et de temps partagés avec les professionnels. Alors ces éléments, ce cadre d'intervention publique, emporte plusieurs niveaux d'investissement et de transformation qu'il convient d'avoir en tête. D'abord, un enjeu budgétaire certain qui reflète la prise en charge par la nation des besoins liés à cet enjeu, de cohésion sociale, d'ambition éducative et d'économie politique. Cette dépense, cet investissement, viendrait compléter une dépense publique importante sur les jeunes enfants par un volet qui constitue un bon investissement social en agissant sur le développement et l'épanouissement du tout-petit. Ce volet devrait s'avérer socialement et économiquement positif. Enfin, un enjeu important est celui de la clarification de la gouvernance de cette politique de l'accueil, de l'éducation et de la socialisation de la petite enfance. Cette nouvelle politique devrait composer avec le paysage institutionnel existant pour construire une action plus intégrée et coordonnée. Or, le paysage actuel est complexe car le jeune enfant se trouve au croisement d'un ensemble de politiques dispersées, politiques éducatives, sociales, sanitaires, familiales. C'est pourquoi cet enjeu de gouvernance se révèle central. Slide suivante. Au total, les premières années de vie de l'enfant sont essentielles pour son développement et son épanouissement. La puissance publique peut agir utilement pour les accompagner au travers de prestations de soutien monétaire, de congés parentaux, de services d'accueil adaptés, de services de parentalité et de services d'éducation aménagés. La France est ainsi invitée à renouveler sa politique de la petite enfance pour intégrer cette finalité de développement, en plus des finalités de conciliation vie familiale, vie professionnelle et de lutte contre les inégalités. Dans ce chemin, la France dispose d'un atout important, la possibilité de mobiliser les dispositifs existants.
À présent, le temps des conclusions par les 3 partenaires de ce cycle de séminaires est arrivé. Je laisse la parole à Vincent Mazuric, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales. Merci. J'espère que tout le monde m'entend bien et je me mets entièrement entre les mains de la régie. Je voudrais d'abord saluer très chaleureusement les très nombreux participants à cette séance de clôture de ce séminaire de premier pas. Vous êtes plus de 400, nous disait Sylviane Giampino. Je remercie du fond du cœur les participants assidus et ouverts qui, tout au long de ce périple intellectuel, professionnel et humain, ont contribué à fonder, ou probablement à refonder un consensus. J'ai naturellement une pensée particulière pour les équipes de la Caisse nationale des allocations familiales qui, sous l'égide de Florence Thibault, avec Catherine Colombet, Pauline Domingo ou Arthur Heim, ont, je le sais, beaucoup apporté et beaucoup appris. En j'exprime de la reconnaissance à, je ne sais pas si je dois dire partenaire, mais à nos partenaires du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge et de France Stratégie. Notre complémentarité n'est pas vraiment une question de spécialité, c'est une question de fonction dans la fabrication et la pensée des politiques publiques. Et je crois que l'alliance des fonctions que nous concluons aujourd'hui aura été particulièrement féconde. Si je disais les choses simplement et que je dusse m'arrêter là, la branche famille constate en recevant ces conclusions qu'elle ne travaille pas pour rien. Pour développer un peu, je voudrais simplement, au nom de toutes les caisses d'allocation familiale, dire avec quel plaisir je reçois ce miroir, mais à travers le miroir, ces analyses, et puis ces directions et ces caps que déjà nous voyons se dessiner. Je voudrais tout d'abord m'exprimer et réagir sous l'angle de la famille, et en particulier des parents. Ce n'est pas une périphérie du sujet, puisque c'est tout simplement le centre de la vie de l'enfant, et que là encore, si vous m'autorisez un raccourci familier, on a rarement vu un enfant de 2 ans aller tout seul à la crèche ou chez l'assistant maternel. Mais plus sérieusement, Monsieur Delamarre le disait très bien, les sentiments complexes des parents doivent être analysés, anticipés, connus, pris en compte, parfois traités, tellement nous savons bien qu'en matière d'accueil, d'accompagnement du jeune enfant, l'offre ne fait pas tout. Et en restant dans l'angle des parents et de la famille, votre travail, celui que nous recevons collectivement aujourd'hui, apporte d'abord des encouragements. Sans être exhaustif, je regarde avec beaucoup d'encouragement l'illustration que votre travail donne à la place et au rôle des relais d'assistants maternels, bientôt relais parents-enfants. Ils sont soutenus par la branche famille depuis toujours. Et dans la période présente de notre convention d'objectifs et de gestion 2018-2022, ce soutien est renforcé. Leur fonction fédératrice d'une pratique d'accueil à la base individuelle a, à nos yeux, un rôle de soutien qualitatif, de soutien professionnel tout à fait essentiel. Mais c'est aussi un lieu accessible d'information et d'échange pour les parents. Ce n'est pas tout à fait pour rien que, ni seulement pour se faire plaisir, que l'on se prépare délicatement à changer ce nom de relais d'assistant maternel en relais parents-enfants, comme si on retournait l'objet. C'est toujours le même, il a toujours la même valeur, mais dans ce qu'il a aujourd'hui déjà de flexible, et on voit combien vos travaux appellent à de la flexibilité, cette dénomination nouvelle est aussi une invitation à l'accessibilité et à l'ouverture. Au-delà de ces relais,
votre travail, votre réflexion encourage l'ensemble des services et des actions qui sont tournées vers les parents. Depuis un certain temps, et ça c'est un travail de terrain d'une grande valeur, les CAF, avec leurs collègues des caisses primaires d'assurance maladie, travaillent à des parcours naissance offerts, proposés aux parents. Avec les 1000 jours dont nous parlait le secrétaire d'État, nous avons le projet d'aller plus loin encore et d'offrir à des parents en groupe des moments simples et pas spécialement prescrits d'échange et de dialogue. Pas spécialement prescrits parce que la parentalité, c'est pas un dogme, plus simplement, ce sont des moments. Et en face, quand c'est nécessaire, des relais. On est frappé toutefois que le recours à ce qui existe et ce qui est entretenu et ce qui est développé soit faible, alors même, ou trop faible, alors même que l'expression d'un besoin de conseil est, elle, massivement exprimée. Et c'est là que, l'air de rien, la dialectique nous fait passer de l'encouragement au questionnement. Quelques questions et beaucoup de rebonds dans le travail magnifique qui, dans sa phase de réflexion, se conclut aujourd'hui. Au fond, en tout cas, c'est comme ça que je le prends, votre consensus propose une redéfinition de l'ambition et des buts de l'accompagnement des jeunes enfants. Dans quel contexte cela vient-il ? Le secrétaire d'État l'a dit, nous connaissons un contexte peu dynamique, aussi bien en matière de création de places de crèche que dans le secteur et dans la vie du secteur de l'accueil individuel. La gouvernance est complexe et elle repose sur la réunion, non pas ardeuse, mais parfois agile, volonté et de diagnostics qui doivent converger sans que trop de lois y obligent. Enfin, l'incertitude des lendemains de crise qui a souvent replié sur elle-même la cellule familiale, nous laisse encore à la fois l'expérience d'action de sauvetage, oserais-je dire, audacieuse et efficace, mais aussi beaucoup de questionnements. Il me semble alors que c'est pour ça qu'aujourd'hui est un rebond. Votre doit, pour s'étendre, être partagé. Plus de participants que tous ceux qui, au fil de l'eau, experts engagés, ont contribué depuis le mois de décembre dernier. Il ne faut pas avoir raison entre soi. Ça procure de la satisfaction, mais ça ne mène pas bien loin. Il faut partager. Et ce partage, pour être à la fois solide et vif, doit, dès le début, montrer tous les angles. Et ce que je vous dis à l'instant n'a pas de valeur si cela n'est pas bientôt complété par Gilles de Margerie et par Sylviane Bianchi. Je souhaite, j'espère, tout administration des CAF. Je souhaite ce rassemblement et ce décollage. La branche famille, elle est toujours là, elle sera répondante et elle est adaptable. Et elle essaye d'être avec vous comme aussi bonne, aussi engagée
si vous me permettez cette image, avec sa tête qu'avec ses mains. Que font et qu'assembleront 8 CAF pour tester, comme toujours, selon nos expériences, de solutions, de manières d'agir ou d'aller vers. Et je pense aux caisses de l'Ardèche, de la Charente-Maritime, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Seine-Saint-Denis et de la Guadeloupe. N'oublions pas cet élément du travail et du processus de premier pas. Le ministre le disait, je lui en suis fort reconnaissant. Il le disait à vous, présents aujourd'hui, mesurez vous êtes apporté. Il ajoutait rarement le champ des possibles aura été aussi ouvert. Et c'est vrai que convergent 1000 jours, premier pas, les leçons de la crise, la préparation, il n'est pas trop tôt, prochaine convention d'objectifs et de gestion de la branche famille avec l'État, pardon de faire un peu administratif, mais c'est aussi stratégique. Bref, on sent que les choses se rassemblent. Souvent, on décrira la branche famille, les CAF et la Caisse nationale des allocations familiales comme un opérateur. Bon, ceci ne me gêne pas et ça n'est pas péjoratif. Un opérateur, c'est aussi un assembleur. Et donc, vous vous êtes rassemblés et je nous le souhaite. Maintenant, assemblons. Merci beaucoup à toutes et à tous et je passe avec gratitude le relais à Monsieur Gilles de Margerie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Vincent. Merci à tous d'être là et d'être réunis pour cette séance de clôture de ce long cycle. Je crois que ça a été un séminaire vraiment de très très grande qualité. Les conditions n'étaient pas faciles, on le sait, mais ça s'est bien passé. Dès décembre, je crois que nous avions une intuition partagée que ça pouvait nous faire vraiment progresser et je crois que le séminaire a vraiment tenu ses promesses. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier vraiment chaleureusement les membres du comité de pilotage et puis aussi ceux du conseil scientifique, tous les intervenants, tous les participants. Et tout ça aussi, ça ne marche bien que si on a des écrans qui s'affichent, un service de communication, et celui de France Stratégie a été à la manœuvre qui s'active, un prestataire qui livre ce qu'il faut faire. Et je voudrais remercier chacun de sa contribution. La démarche du séminaire, elle est très proche de ce que nous essayons de faire chez France Stratégie. Elle est tout à fait dans notre ADN. Une marche avec de l'analyse, des débats, de l'évaluation. C'est une chose très importante pour nous, l'évaluation. Et puis les propositions. C'est évidemment une démarche interdisciplinaire et il suffisait d'écouter ce matin pour voir à quel point ça a été interdisciplinaire. Et puis c'est une démarche qui veut croiser la recherche, les expériences de terrain et les politiques publiques. Je crois que le séminaire, au cours des 7 derniers mois, a vraiment fait tout ça, a coché toutes ces cases et il a apporté des éléments de connaissance et de prospective sur le développement de l'enfant. Je crois que Laurence a rappelé les principaux éléments et c'était extrêmement précieux et ça va être une aide aussi très importante pour mon raisonnement dans un instant. Le séminaire a donné des éclairages, un diagnostic sur le fonctionnement des politiques actuelles dédiées à la petite enfance, qu'il s'agisse de l'accueil des jeunes enfants ou de l'accompagnement de la parentalité. Et là, et l'intervention de Florence et l'intervention de Vincent permettaient de voir à quel point cela ne va pas de soi. Chaque jour doivent se prendre des décisions sur la bonne manière de s'y prendre, des décisions aussi informées que possible, des décisions qui tiennent compte des retours qu'on peut avoir du terrain, qui évidemment
intègrent de l'évaluation dans leur manière de se faire, mais je crois que le séminaire nous a permis de beaucoup progresser dans la connaissance de tout ça. Puis, il nous a aussi permis de dessiner un certain nombre de scénarios d'évolution possible du modèle actuel dans l'optique d'une politique nouvelle et intégrée, centrée sur le développement de l'enfant. Vincent Mazorik disait « rassembler et assembler », et je crois que c'est une bonne manière de dire les choses. France Stratégie travaille depuis longtemps et beaucoup sur les questions d'inégalité, de pauvreté, puis aussi sur les politiques publiques en direction de l'enfance et de la jeunesse. Et je voudrais vous dire quelques mots sur la façon dont la France se situe en matière d'inégalité générale, et puis faire un zoom évidemment plus spécifique sur les questions qui sont liées à l'enfance et à la jeunesse. Contrairement à ce qu'on pense souvent, il y a chez les chercheurs et chez les spécialistes de cette question un assez large consensus pour dire que la France est en comparaison européenne un pays relativement égalitaire. Ceci, quelle que soit la source qu'on prend, quel que soit l'indicateur choisi, quand on regarde les inégalités en termes de revenus disponibles et même de revenus primaires, je vais y revenir dans un instant, elles sont moins fortes, relativement moins fortes que dans la majeure partie des pays européens, pour prendre l'univers auquel nous nous comparons le plus spontanément. Un point sur les inégalités primaires, parce que c'est quelque chose où souvent nous pensons que la France est décrochée et a une mauvaise position. En fait, ce n'est pas le cas. Et quand on fait un décompte précis des inégalités primaires, en faisant bien attention aux conventions de mesure, on se rend compte que la situation française est tout à fait honorable. Nous sommes, si on fait un classement à partir des indices de concentration, les indices de Gini que vous êtes nombreux à connaître, nous voyons que la France a des inégalités inférieures à celles de 19 des 29 pays auxquels nous nous comparons. Nous n'avons donc pas, de ce point de vue-là, quelque chose qui nous soit particulièrement négatif, au contraire. Et ça s'explique parce que les revenus d'activité en France sont marqués par moins d'inégalités pour les personnes en emploi, avec des taux d'activité plus élevés de la population française en âge de travailler, avec aussi une situation dans laquelle ce facteur des taux d'activité contrebalance l'inégalité que crée le chômage. Parce qu'en fait, nous avons relativement moins d'inactifs avec des revenus nuls. Et donc, ça nous conduit à une situation où, quand on se compare de manière précise avec les pays qui nous ressemblent le plus, nous sommes plutôt dès le niveau des inégalités primaires, mieux que la médiane des pays européens. Quand on ajoute la dimension patrimoine, ça conforte plutôt cette analyse, puisque nous ne sommes pas tant s'en faut l'un des pays les plus inégalitaires en termes de patrimoine en Europe. Comme vous le savez, les inégalités de patrimoine sont partout beaucoup plus élevées que les inégalités de revenus, mais elles sont en France inférieures à ce qu'elles sont dans la plupart des pays d'Europe. Et puis un point important que je voulais rappeler, c'est que même si nous sommes loin d'être à une situation dont nous pourrions nous satisfaire, les inégalités femmes-hommes en France sont comparativement aux pays qui nous ressemblent le plus, relativement. Voilà pour les inégalités primaires. Quand nous regardons ensuite ce que fait la redistribution, elle a chez nous un impact très important. Elle réduit les inégalités telles qu'on les mesure par l'indice de Gini de 25%, alors qu'en médiane européenne, c'est plutôt de l'ordre de 10%. Nous avons donc une mécanique redistributrice qui est puissante, qui est de grande taille et qui atteint ses objectifs. Et ce résultat, en chiffres très arrondis, est atteint pour moitié par l'effet des prestations sociales en espèces et pour moitié par les prélèvements obligatoires directs. Nous avons des volumes redistribués qui sont plus importants dans notre pays. Ils ne sont pas plus ciblés que dans les autres pays. Et vous savez que cette distinction entre volume et ciblage est importante quand on essaie de faire des comparaisons fines entre des pays dont les systèmes diffèrent. La distinction renvoie du côté volume au montant des transferts, des prestations comme des prélèvements, alors que le ciblage, lui, fait plus référence
à la progressivité, soit dans le soutien, soit dans le prélèvement obligatoire. Et quand on dit progressivité dans le soutien, il s'agit évidemment des conditions d'éligibilité. Au total, nous avons en France des prestations qui sont un peu plus ciblées que ce n'est le cas ailleurs en Europe, mais un volume qui est juste un peu au-dessus de la médiane des pays européens. En revanche, nous avons des prélèvements obligatoires qui sont nettement plus importants que dans les autres pays, sans être plus ciblés. Donc, ils ont un ciblage à peu près équivalent à ce qu'on connaît dans les autres pays. Une mécanique qui, au global, a quand même des résultats très importants, puisque, je vous le disais, elle fait baisser de 25% notre inégalité telle qu'on peut la mesurer par le coefficient de Gini, alors que dans les autres pays, on est plutôt à 10. Quelques mots sur ce que nous venons de vivre au cours des derniers mois et sur la question de la crise et des inégalités. Un premier point qui, d'une certaine manière, va de soi, mais que je voudrais souligner parce que je trouve qu'on ne souligne pas du tout assez, c'est que notre administration de l'État, des collectivités territoriales, nos administrations sociales, ont réussi pendant cette période à mettre en place des choses énormes qui n'avaient absolument aucun précédent, à atteindre leur public. Ça s'est fait très vite, ça s'est fait très bien. Nous avons une tendance à être négatif ou sceptique sur notre capacité à nous élever à la hauteur des défis qu'on a quand une chose tout à fait imprévue se présente. Et je crois qu'on peut dire globalement que les administrations ont remarquablement mis en œuvre les décisions qu'elles ont eu à mettre en œuvre. Nous avons quelques premiers éléments sur les résultats de ce qui a été mis en œuvre pendant la période depuis mars 2020. Il y a un premier élément qui paraît déjà assez acquis, qui est qu'en moyenne, nous avons réussi à amortir l'effet de la crise sur les revenus des ménages. On n'a pas encore les chiffres tout à fait définitifs, mais de manière générale, les actifs et les retraités ont vu leurs revenus protégés. En revanche, nous pouvons nous attendre, même si là non plus, nous n'avons pas encore des chiffres tout à fait établis, à ce qu'il y ait une aggravation de la situation des jeunes, des précaires et des indépendants. Je prends un exemple qui est facile et qu'on a tous en tête et qui est très réel. Pour beaucoup de jeunes, l'entrée dans la vie active se faisait par une année, quelques années, dans des professions comme celle du commerce de proximité, de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration ou des activités liées plus généralement au tourisme et à la culture. Ce sont des activités qui ont énormément souffert de la crise. Comme vous le savez, le secteur hôtellerie, café, restauration était pratiquement à l'arrêt. Et pour beaucoup de jeunes qui s'étaient projetés dans l'entrée dans la vie active en passant par une insertion qui comprenait une étape dans ce secteur-là, cette porte s'est refermée. Et donc, nous avons des raisons assez fortes de penser que nous allons trouver, quand nous aurons les chiffres définitifs, une aggravation significative de la pauvreté de la jeunesse. Et j'y reviendrai dans un instant. C'était déjà en France un point difficile quand nous faisons la comparaison avec les pays qui nous ressemblent le plus. Là où la France n'a pas de performances satisfaisantes, c'est qu'elle ne sait pas réduire les inégalités héritées. Ceci est particulièrement vrai quand on regarde les inégalités qui marquent l'enfance et la jeunesse. Quand nous regardons le taux de pauvreté des plus âgés en France, il est parmi les plus bas d'Europe. Nous avons réussi à sortir les personnes âgées de la pauvreté statistiquement. Il y a évidemment toujours des personnes âgées qui vivent dans des grandes difficultés financières. Quand on regarde les chiffres globaux, nous avons réussi ça. Et nous y avons consacré des ressources extrêmement importantes. Quand nous regardons la situation sur les 25-64 ans, elle est tout à fait honorable en comparaison européenne. En revanche, la situation est mauvaise sur les jeunes, ils sont plus souvent chômeurs et leur taux de pauvreté relatif est supérieur à ce qu'on connaît dans d'autres pays d'Europe.
Et c'est également le cas sur la pauvreté des enfants. Seuls 9 pays de l'Union européenne font moins bien que la France en termes de pauvreté des enfants. Alors, ce sont des choses qui sont maintenant assez bien connues. France Stratégie a beaucoup travaillé sur ces sujets, va continuer de le faire dans les mois qui viennent avec des exploitations un peu innovantes de bases de données. Je crois que maintenant, nous pouvons dire que sur ces approches-là, les faits sont assez solidement établis et ils sont assez solidement établis depuis assez longtemps et ils étaient bien présents à l'esprit de ceux qui ont conçu la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté quand elle a été lancée il y a bientôt 3 ans. C'est un sujet qui est particulièrement cher à France Stratégie. Vous savez peut-être que nous avons la responsabilité d'animer le comité d'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. C'est un comité que préside Louis Schweitzer et sur lequel nous avons publié il n'y a pas très longtemps un gros rapport que je vous recommande parce qu'il comprend beaucoup d'éléments d'information utiles. L'inégalité particulièrement inacceptable dont souffre la France, c'est celle qui veut que le destin d'un enfant y dépende plus qu'ailleurs des conditions matérielles dans lesquelles il a vu le jour, dans lesquelles il a grandi, de la fragilité de sa famille ou de la précarité de son quartier. Ça, c'est un point sur lequel, malheureusement, nous nous singularisons et dans une mauvaise direction. Je voudrais juste vous rappeler quelques chiffres, pour la plupart issus d'études que nous avons publiées au cours des dernières années. En France, l'origine sociale est le facteur le plus déterminant pour expliquer le niveau de vie quand on le compare à d'autres facteurs plus biographiques comme l'ascendance migratoire, comme le sexe, comme l'âge des individus. Chez nous, ce qui prime, c'est l'origine sociale. Parmi les 10% les plus modestes dans notre pays en termes de revenus disponibles, plus de la moitié sont des enfants d'ouvriers. Parmi les 10% les plus aisés, seul 1 sur 6 est un enfant d'ouvrier. Un individu dont le père est médecin ou avocat a une chance sur 2 de faire partie des 20% les plus aisés. Celui dont le père est professeur, 40% de chance. Pour un enfant d'auxiliaire de vie ou d'employé de ménage, la probabilité chute à 12%. Cette inégalité des chances, en France, elle est d'abord une inégalité des chances éducatives. On sait maintenant décomposer dans les inégalités qu'on constate à l'âge adulte la part qui est liée au diplôme et dans l'accès au diplôme, la part qui est liée à l'origine sociale. 50% de l'inégalité que nous constatons passe par le diplôme à l'âge adulte, et ce diplôme est en France extrêmement marqué socialement. Quand on regarde quelques chiffres qui sont connus, 35% des bacheliers issus d'une famille ouvrière ont obtenu un bac général en 2013, c'était 77% pour les enfants de cadre. Plus de 50% des enfants de cadre bacheliers en 2008 sortent avec un bac plus 5, seulement 13% des enfants d'ouvriers. Nous savons que la corrélation entre résultats scolaires et origine sociale est en France l'une des plus fortes au sein de l'OCDE et ça pèse également sur le niveau global des compétences. Quand on fait les tests PISA et qu'on regarde la corrélation entre le statut socio-économique des parents et la performance des enfants au test, nous sommes parmi les pays de l'OCDE où la corrélation est la plus élevée. Quand on prend les tests PISA et qu'on prend quelques chiffres, ils sont très très frappants. Vous savez que ça se mesure en nombre de points. Les élèves en France qui sont issus du plus haut quartile socio-économique ont une moyenne de 107 points supérieure à ceux qui sont issus du quartile inférieur. En moyenne, dans l'OCDE, cet écart est de 89 points. Cet effet du statut socio-économique est stable dans le temps et il se renouvelle et on le retrouve vague PISA après vague PISA. C'est évidemment un point majeur que de constater que malgré les politiques qui visent à corriger les choses, cette caractéristique française est extrêmement stable dans le temps. Ces inégalités, elles se jouent très tôt
Et au fond, ce à quoi nous assistons, c'est le constat à l'âge adulte de perte de chance qui s'enchaînent les unes après les autres, depuis les âges les plus jeunes jusqu'à l'âge du dernier diplôme qu'on obtient et jusqu'à l'âge adulte ensuite. Ça se voit dans les écarts de performance scolaire à l'école primaire et au collège. Ça se voit dans les écarts de probabilité de redoubler. Ça se voit dans les différences d'orientation, notamment après la troisième et dans les filières du second degré. Et ça se voit dans les inégalités des probabilités d'obtenir un diplôme à chaque niveau de diplôme. À chaque étape, il y a une perte de chance qui peut être apparemment limitée pour les enfants issus des familles les plus modestes. Et la conjugaison, la succession de ces pertes de chance creuse les inégalités et arrive à une situation qui, comme je vous l'ai dit, donne aux inégalités héritées en France un poids nettement plus élevé que ce qu'il est dans des pays comparables. Une partie de ces inégalités prend racine très tôt, avant même la scolarité obligatoire. Et même si nous avons une scolarisation élevée pour les enfants entre 3 et 6 ans, nous savons que l'accès à l'accueil collectif et à la scolarisation avant 3 ans reste minoritaire, qu'il est très inégalement réparti en termes de territoire et encore plus en termes de catégorie sociale, alors que l'impact est extrêmement important pour la suite. Tout ça maintenant, nous le savons finalement plutôt bien et nous savons aussi un certain nombre de choses, et c'est là qu'on se rapproche des politiques à mener, sur les conséquences que peut avoir de renforcer l'accès à des modalités d'accueil plus favorables, puisque les inégalités, en fait, se forgent très tôt. Florence Thibault a rappelé tout à l'heure un certain nombre de chiffres, j'en ai quelques-uns qui sont différents, mais je crois que ça vaut la peine de les marteler. L'écart de développement langagier est déjà extrêmement fort à 2 ans. À 4 ans, on constate des écarts importants sur les compétences dites de littératie entre les enfants scolarisés en éducation prioritaire et ceux scolarisés en dehors de l'éducation prioritaire. Tout ça est très corrélé avec l'accès au mode d'accueil et il est très inégalitaire en France. Dans quasiment tous les pays, les enfants des familles plus aisées accèdent plus à l'accueil formel que ceux en provenance de milieux modestes. Mais cet écart est particulièrement marqué en France. Pour vous donner des chiffres, en moyenne, c'est 1,6 fois plus que la moyenne pour les familles les plus aisées. En France, c'est 2,4 fois. Il n'y a que 3 pays dans le CDE qui ont un accès plus inégalitaire à ces modes d'accueil du jeune enfant. Quand on voit ça, on se demande si les actions peuvent être efficaces. Or, il y a, et ça a été rappelé par tous les intervenants ce matin, un corpus empirique de plus en plus solide pour dire que l'investissement dans l'accueil du jeune enfant paye et qu'il réduit effectivement les inégalités. Au-delà de ce raisonnement, il y a souvent la tentation d'apporter une démonstration économique sur l'utilité qu'il y a à agir en faveur de la réduction des inégalités chez les jeunes enfants. La première approche, elle est vraiment macroéconomique et elle consiste à essayer de faire un lien entre la croissance d'un pays, l'évolution de sa productivité et les grandes caractéristiques de son système éducatif. C'est un champ d'investigation important avec beaucoup de travaux macroéconomiques, beaucoup de travaux économétriques qui sont faits. C'est un champ qui, le plus souvent, conduit à donner des éléments qui corroborent l'idée qu'un investissement dans l'éducation est plutôt favorable à la productivité, donc à la croissance, donc à la rémunération des salariés ultimement, puisque c'est au fond vers cela qu'il faut tourner le regard. Ces démonstrations macroéconomiques ne donnent pas des guides très efficaces pour l'action et elles peuvent être assez débattues. Je crois qu'il faut les compléter par des investigations qui se font de plus en plus en approchant le thème des politiques sociales sous l'angle de la rentabilité de l'investissement dans ces politiques. Et ça revient à traiter des dépenses récurrentes comme des dépenses d'investissement. C'est un sujet sur lequel
Nous avons pas mal investi chez France Stratégie ces dernières années. Nous avons publié une méthodologie d'analyse socio-économique de l'investissement social comme investissement. Il y a des éléments encourageants, et particulièrement sur la prime enfance, pour considérer que c'est un bon investissement que de mettre de l'argent dans l'accueil du jeune enfant. C'est une ligne d'argumentation dont je dois vous dire que je l'utilise toujours très prudemment. Elle est assez robuste, ou plus ou moins robuste selon les études, à la fois sur le plan macroéconomique et sur le plan de l'analyse des investissements. Mais je trouve qu'elle présente un inconvénient plus grave, c'est qu'elle nous conduit à dire que c'est pour des raisons économiques qu'il faudrait faire cet effort en faveur du jeune enfant. Et c'est bien que ça ne soit pas nuisible économiquement, mais ce n'est pas pour des raisons économiques qu'il faut le faire. Et ça, c'est un point, je trouve, que dans les démonstrations sur l'intérêt économique de la politique d'investissement en faveur de l'accompagnement du jeune enfant, il faut dépasser cet argument. Vraiment, le premier argument, ça doit être tout simple, c'est que l'objectif d'une meilleure égalité des chances est en soi désirable. Chaque talent à qui on ne donne pas la chance de s'épanouir, c'est une chance manquée pour celui, pour celle qui a ce talent. Et je crois que nous pourrions et que nous devrions assez souvent nous contenter de ce raisonnement. Alors, comment faire en pratique? Nous le savons, la dépense publique en France, elle est déjà supérieure, nettement supérieure à ce qu'elle est dans beaucoup d'autres pays. Il faut donc accepter l'idée qu'il s'agit de redéployer. Il s'agit de redéployer vers l'éducation. Nous dépensons partout plus que les autres pays qui nous ressemblent, sauf dans l'éducation et dans le service de la dette. Il y a donc la possibilité de redéployer vers l'éducation. Et au sein de l'éducation, de redéployer des ressources vers les jeunes enfants. Il y a eu des chiffrages faits sur les ordres de grandeur qui seraient nécessaires de dépenses additionnelles pour accueillir le jeune enfant, comme on l'accueille par exemple dans les pays nordiques. On arrive à des estimations de l'ordre de 0,3 points de PIB. Donc, nous savons qu'en France, nous dépensons entre 3 et 4 points de PIB de plus pour les retraites qu'en des pays qui nous ressemblent, que globalement, nous avons des dépenses publiques qui sont 5 ou 6 points plus élevées qu'ailleurs. C'est quelque chose qui doit pouvoir se faire en redéployant des ressources qui existent. Ça veut dire aussi que nous soyons capables de convaincre nos contemporains, nos concitoyens, du fait que cela mérite d'être fait. Ça fait des années, en fait, que nous savons que l'accueil du jeune enfant est crucial et que nous devrions y consacrer plus d'efforts. Ça n'est pas facile à faire et ce que tous les intervenants ce matin, qu'il s'agisse de Florence Thibault, de Vincent Mazoric ou d'Éric Delemare ont dit, montrent que ce sont des politiques qui sont difficiles à réussir, mais qui doivent être menées. Je pense que nous savons maintenant qu'on peut le faire, nous savons que nous devons le faire, et nous savons que réussir ces politiques vers les premiers pas, c'est d'autant plus vital que nous ne sommes pas très bons non plus dans les pas suivants, et que nous sommes un pays qui fiche trop les situations à partir des situations initiales, des diplômes initiaux. Nous devons, au-delà des premiers pas, ouvrir les deuxièmes chances, ouvrir les troisièmes chances. C'est pas du tout un point fort de notre pays. Et donc, il faut s'attaquer à ça en même temps que nous nous attaquons à la question des premières chances, ou plus précisément, des premières pertes de chances qui marquent les premiers pas. Et je crois que c'est ça le défi commun de notre séminaire. Sylviane, à vous. Alors, dans la suite de Vincent Mazoric et Gilles de Margerie, je voudrais repréciser un point de cadrage, si je puis dire, institutionnel. Aujourd'hui, nous prenons acte tous ensemble de la clôture du séminaire Premier pas, développement d'enfants et politique publique. Ça veut dire que nous prenons acte en même temps de l'ouverture à tous vers la poursuite de cette réflexion. J'espère que les participants l'auront compris.
Peut-être rappeler que le HCFEA, avec la CNAF, France Stratégie, a porté cette réflexion et s'est mobilisé. Mais il est important aussi de rappeler que le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est une instance collégiale et consultative. Autrement dit, l'institution a accompagné, porté la réflexion, et justement, maintenant, il nous revient de débattre, soumettre à la discussion des membres les conclusions qui ont été livrées ce matin. Vincent Masaryk disait qu'il se rend compte à l'aboutissement de cette réflexion que la Caisse nationale d'allocation familiale ne travaille pas pour rien. Gilles de Margerie souligne à quel point finalement ces travaux viennent compléter, converger avec d'autres encore et encore qui avancent dans la même direction prospective, justement. Je dirais que le HCFEA réalise qu'il n'a pas travaillé pour rien et que finalement, les travaux du Conseil de la famille, sur les travaux du Conseil de l'enfance, tous ces rapports qui sont à la disposition de tous et qui ont été évoqués par Michel Villac lors du séminaire 5 et qui est en ligne. Et puis les apports de Bertrand Fragonard qui a porté une vision, un rappel historique de ces politiques. Peut-être il est important de toujours, et je l'avais souligné en introduction, se rappeler que nous ne partons pas de rien et que nous avons une dette intellectuelle de connaissances et de pratiques qui s'est déroulée à travers le temps. Il nous faut maintenant, je voudrais insister, comme le COPIL m'y a invité, pour rassembler et peut-être expliciter pourquoi cette intuition de départ du séminaire qui consistait à dire, posons-nous la question de ce que serait une politique petite enfance en appui sur le développement et l'épanouissement du jeune enfant. Peut-être rappeler, comme ça a été fait là avec Gilles de Margerie, que un projet de politique publique de socialisation des jeunes enfants est d'abord une prise de responsabilité éthique tout à fait nécessaire et en même temps vertigineuse. L'enjeu ici est de réaliser encore ce que représente pour un jeune enfant, notamment avant 3 ans, mais aussi 4, 5, 6, d'être invité avec ses parents, puis sans eux, dans cet espace d'altérité codifiée qu'on appelle la socialisation et qui préfigure au bout du compte ce qu'on appelle aussi le vivre ensemble. Pour cela, il y a 3 espaces concentriques d'investissement de l'enfant et pour l'enfant au centre desquels il grandit. La famille, les institutions qui s'en occupent et la société telle qu'elle est structurée dans un temps donné, dans une culture donnée. Chacun des espaces est évidemment en interaction et poreux avec les autres et joue un rôle déterminant dans la trajectoire de chaque enfant pour renforcer les écarts ou déjouer les destins. Les destins socio-économiques, les destins psychologiques, les destins aussi médicaux ou géographiques. Le développement du jeune enfant est tributaire donc de l'environnement, ça a été tout à fait souligné.
environnement familial et élargi, car, au fond, c'est l'environnement humain qui apprend à l'enfant à voir, entendre, ressentir et penser, qui le lui apprend alors qu'il a déjà lui-même des aptitudes et des appétences dès le début de sa vie pour cela. En effet, juste un exemple, ce que l'enfant perçoit est quand même très précocement guidé par l'entourage. Il le perçoit, mais il se le représente parce que l'environnement affectionne, stimule, commente. Oh, regarde. Oh, écoute. Tu entends cette musique? Tu es fâché? L'agilité mentale, intellectuelle et corporelle de l'enfant est donc le fruit d'un tri qu'il opère en interaction avec ceux qui s'occupent de lui. Et ce filtrage s'imbrique à des mécanismes neurologiques qui sont support de tout. Or, c'est le type de relation humaine qui polarise l'ensemble, et ce, quels que soient les moyens, les méthodes et les pratiques éducatives, tout peut être pour un enfant amusant, stimulant et éducatif, mais l'implication d'autrui auprès de lui, la manière, les supports sous-jacents et la finalité fait qu'il peut s'en saisir plus ou moins bien. Ce qui veut dire aussi que commencer tôt, le plus tôt possible, oui, mais en faisant attention parce que si on se trompe, c'est grave aussi, d'où les enjeux de qualité qui ont été soulignés tout au long de cette matinée. Pour qu'un projet de justice sociale en direction des jeunes enfants ait quelque chance d'aboutir, il faut, on l'a dit, multiplier ces offres de rencontres avec des personnes, des situations, des cadres, des disciplines, des expériences qui leur permettent de construire quoi? D'abord, un sentiment de concordance et de plaisir entre ces trois cercles concentriques, ces champs d'initiation, de socialisation justement. Et cette concordance, c'est cette concordance qui va constituer une sorte de réservoir de sécurisation, d'énergie, de confiance à l'égard du sens et des valeurs de l'ensemble humain dans lequel chacun des enfants se trouve à grandir. L'appétit d'apprendre s'y sustente. Je voudrais faire une remarque. Dans ces travaux, on a beaucoup parlé des appétences à apprendre. Beaucoup parlé des capacités, des compétences des enfants. Mais qu'est-ce qui fait que nous ayons peu parlé des activités ludiques des jeunes enfants, du besoin et du plaisir de jouer, de l'éveil artistique, culturel, alors que pour le tout petit, tout est jeu, tout est langage, tout est corps, tout est affectivité, tout est intelligence, tout est expérience. Voici encore un défi. Ce développement de l'enfance, de l'enfant, il a été traité dans le séminaire sous sa forme tout à fait panoramique. On parle en réalité du développement physique, donc de la santé, du développement affectif, émotionnel, intellectuel, cognitif, social. Et il y a donc, dans les conclusions de ce séminaire, une indication de virage à prendre. Virage à prendre en élargissant les finalités des politiques de la petite enfance et notamment des politiques d'accueil. Passer avec cet objectif de développement et l'épanouissement des jeunes enfants, en fait, il s'est avéré que ça draine systémiquement, inévitablement, les autres priorités que sont l'accompagnement et le soutien à la parentalité. On a parlé de conciliation vie familiale, vie professionnelle dans ce cadre-là, mais aussi le maintien,
l'accès ou le retour au travail, qui lui-même est aussi une condition nécessaire à favoriser une meilleure égalité et donc de meilleures conditions de vie pour les enfants, pour leur développement et pour leur avenir. Et puis bien sûr les congés parentaux, les égalités entre les mères et les pères, il en a été question, il en sera je pense encore question dans l'actualité politique. Alors ajouter au développement cette dimension sociale et inclusive des accueils sous-entend de se rappeler toujours que l'enfant porte en lui sa famille qui le porte vers la société et que sans la connivence authentique des parents avec les professionnels, nous ne réussirons pas à obtenir ce que le séminaire propose de viser comme finalité globale. Ne jamais oublier qu'il n'y a pas de savoir supérieur pour l'enfant lui-même que celui de ses parents. Parents et professionnels s'inspirent réciproquement pour les réponses à ajuster à l'enfant et au fil des moments et des situations. Faut-il rappeler qu'il y a un coût humain et social lorsque des enfants ne bénéficient pas de ces expériences initiatives du vivre ensemble et qu'il y a aussi un coût humain et social lorsque ça se réalise dans de mauvaises conditions. La question de cette approche sociale de l'accueil du jeune enfant mérite une nuance. Lutter contre les inégalités ne signifie pas que le séminaire considère qu'on va améliorer le développement de l'enfant par la socialisation et que ce serait la solution aux inégalités et à la lutte contre la pauvreté. Et que celle-ci doit pouvoir être menée en même temps que des mesures sociales, fiscales, familiales, redistributives, de lutte contre la pauvreté elle-même. Accueillir tous les enfants, donc, des modes d'accueil mieux ajustés pour les enfants, dont les familles rencontrent des difficultés de mode de vie, de santé, je l'ai évoqué. Il faudra aussi que nous pensions au fait qu'il y a des enfants qu'il faut d'abord accueillir hors des modes d'accueil pour qu'ils y soient ensuite confiés. Ça a été évoqué. C'est aller à la rencontre des enfants et des familles. Et il y a eu dans les travaux une ouverture de réflexion que nous allons devoir poursuivre sur les accueils intermédiaires, les accueils flexibles. Il va nous falloir faire preuve de plasticité cérébrale institutionnelle, si j'ose dire, pour favoriser des initiatives, des espaces atypiques qui vont au-devant des familles et des enfants. Et je voudrais rappeler ce modèle d'Athédé Carmonde qui parle de modèle de matrioshka sociale pratiqué par certaines associations où il faut aller à la rencontre des familles avec des médiateurs qui connaissent bien certaines situations. Alors, le séminaire a confirmé l'utilité publique nationale de la mission de concourir au bon développement des jeunes enfants. Les intervenants, le conseil scientifique, le COPIL sont parvenus à susciter une vraie dynamique de travail. Nous avons pu créer ensemble, et cela est assez rare pour être souligné, l'envie de dépasser des frontières, parfois assez étanches, pour pouvoir progresser ensemble. Je reprends la conclusion de Vincent Masaryk. La ligne du développement complet, global de l'enfant était esquissée dans le projet. Eh bien, ce sont ces intervenants qui l'ont ensemble clairement tracé. Le séminaire Premier pas
développement de l'enfant, mode d'accueil et formation des professionnels, a aussi pointé la cohérence entre une bienveillance et une bientraitance des enfants et la nécessité d'une bientraitance à la fois des familles, des parents et des professionnels. C'est donc bien dans ce séminaire une réelle philosophie de la petite enfance qui est en marche. Les constats, les analyses, les conclusions proposent un changement de regard sur les services, les dispositifs, les orientations, et l'invitation est aujourd'hui faite à l'ensemble des acteurs concernés d'y contribuer. Ces analyses, ces propositions peuvent intéresser aussi les parents et les familles et les intéressent et les concernent au premier chef. Alors, évidemment, la question qui vient, c'est « et maintenant ?» Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, rappeler très concrètement que les éléments présentés par Florence Thibault de synthèse des travaux du séminaire seront publiés. Ces travaux, cette synthèse sera bien plus précise et publiée tout début septembre et chacun pourra en prendre connaissance et s'en saisir. Devant nous vient le temps des approfondissements. Devant nous vient le temps des élargissements. Élargir la discussion, élargir la réflexion. Je disais en introduction de ce séminaire le 1er décembre qu'un séminaire réussi, c'est comme une éducation réussie, une œuvre à plusieurs qui laisse surgir la surprise. Je souhaitais que la force transformatrice de l'inattendu soit avec nous jusqu'en juin. Je crois que nous y sommes. Aucun des porteurs de ce projet n'imaginait que les conclusions iraient là où elles sont arrivées aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce séminaire, nous l'avons vraiment construit pas à pas. Après chaque séance, nous construisions la suivante. C'est vraiment une réflexion en marchant, il porte bien son nom. Puis-je évoquer un brin de provocation en citant ce problème, parce que bien sûr, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire aussi qu'on va s'interroger sur les méthodes, sur ce qui est possible et sur les coûts. Alors, il y a un proverbe qui dit « Quand on aime, on ne compte pas ». On peut se dire, après tout, qu'une génération choisit d'assumer un projet de prime éducation, d'égalité d'avenir pour la génération suivante. Les réalités du jeune enfant, c'est qu'il est inachevé, actif, affectif, imprévisible, capteur, guetteur émotionnel, réactif, mais qu'il ne peut être approché que par des lenteurs intelligentes et consenties, d'indéchiffrables et sensibles raisons, et peut-être d'innombrables gratuités. C'est vrai, tout a un prix, et je comprends que chacun s'interroge. Il s'agit là d'un investissement à très long terme pour les enfants, en vue d'une société plus égalitaire et pour un meilleur vivre ensemble. L'accueil, la socialisation de tous les jeunes enfants nous oblige à prendre au sérieux le rêve nécessaire d'une société que nous voulons construire et que nous voulons meilleure. Il est le reflet de la manière dont cette société pense la présence et l'avenir des plus vulnérables en son sein, sans séparer les plus vulnérables des autres. Car tout peut bouger, tout peut varier. Et nous l'avons vu, nous le voyons avec cette crise sanitaire. Parce que c'est utopique, ça offre une chance d'être un projet politique.
et prospectif. Il dit comment nous voulons former des enfants, des professionnels, comment nous voulons former un projet pour des enfants qui forgeront et formeront eux-mêmes un monde d'après que nous espérons différent et meilleur. Voilà, notre travail du séminaire Premier Pas se clôt aujourd'hui et le travail de tous continue.